Sans plus tarder, Xavier Laurent, merci. Merci Gilbert, merci de m'accueillir à vous tous. Alors, la blockchain, donc gros buzzword, on entend parler un peu partout dans les médias, on a souvent du mal à comprendre ce qui se cache derrière. Je me présente, je m'appelle Xavier Laurent, je suis leader de la communauté blockchain de Crédit Agricole CIB. En quoi ça consiste? Eh bien, tout simplement, il y a 2 ans, on a lancé une nouvelle démarche d'innovation au sein de la banque d'investissement commerciale et dans cette démarche d'innovation, on a identifié qu'il y avait un certain nombre de sujets qui allaient impacter toute la banque, tous les services de la banque. Et de manière à se mobiliser sur ces sujets-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des communautés qui sont ouvertes à l'ensemble des collaborateurs. La blockchain a été la première qui a été ouverte. Elle compte 130 membres aujourd'hui et on a à la fois des personnes très opérationnelles, très expertes dans leur domaine et des patrons de métier. Ce qu'on fait, c'est que d'abord on éduque, on apporte de l'information sur ces sujets technologiques et où on pense qu'il y a beaucoup d'opportunités. On partage l'effort de veille ensemble, de se rendre compte quelles sont les tendances, qu'est-ce qui se passe sur les différents marchés. Et on identifie les opportunités pour expérimenter et développer de nouveaux produits et services. Alors justement, en 2 ans, on a réalisé 4 expérimentations internes. On a un produit en production aujourd'hui sur la blockchain Ethereum. On a également investi dans une fintech qui s'appelle Settle. J'en reparlerai un petit peu plus tard. Et on travaille également avec le groupe Crédit Agricole. On a fait un groupe de travail justement sur le commerce international avec l'ensemble des caisses régionales, le LCL et le réseau international. Et puis on a réalisé un pilote de paiement instantané cross-border en utilisant la technologie Ripple. Je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. Et enfin, on est membre du consortium français LabChain de banque et d'assurance. Alors la blockchain, c'est quoi? Ce que je vous propose, c'est déjà de vérifier un petit peu quel est votre niveau de connaissance sur ce que c'est que la blockchain. Alors pour ça, je vais utiliser Klaxoon, qui est un produit développé par une startup rennaise qui est assez sympa. Et on va commencer par un petit sondage sur quel est votre niveau de connaissance de la blockchain. Est-ce que c'est juste un buzzword? Vous en entendez tout le temps parler, mais c'est compliqué de savoir ce qui se cache derrière. On vous a un petit peu expliqué, mais ça reste relativement conceptuel. Vous pensez que vous avez compris et que vous commencez à comprendre quelles utilisations on peut en faire, ou bien vous avez un wallet Bitcoin et vous développez des smart contracts le soir dans votre garage. Alors, on a un premier tiers des participants qui ont répondu. J'attends encore un petit peu. Allez, je vous laisse encore 10 secondes pour répondre. On va regarder ensemble les résultats. Alors, vous avez répondu en majeure partie. J'ai compris comment ça marche et je pense que ça pourrait être hyper utile. Et bien, ça montre, ça fait 2 ans que je fais ce petit sondage, il y a quand même une forte progression. Ça doit être très important, j'entends parler tout le temps, et oui, ça, malgré tout, il y a souvent beaucoup de titres et on ne comprend pas bien ce qu'il y a derrière. Et seulement 4% de possesseurs de Bitcoin, c'est le crack de décembre qui vous a un peu échaudé. Je vous comprends. Alors, pardon. On va vérifier votre connaissance juste avec quelques petites questions, et puis si c'est un petit peu long, on abrégera un petit peu. Donc parmi les questions, à votre avis, quelle a été la première blockchain qui a été inventée? Est-ce que c'est Oracle? Est-ce que c'est Bitcoin? Et est-ce que vous savez qui a inventé la blockchain? Est-ce que c'est des informaticiens un peu hippies? Est-ce que c'est un informaticien japonais? Est-ce qu'on ne sait pas? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une DLT? Est-ce que c'est une maladie très très contagieuse? Une blockchain privée? Une technologie de registre distribué? Et puis
Et puis, est-ce que vous savez à quoi ça sert tout ça? Alors je vois qu'il y a pas mal de monde qui a répondu à la première question. On hésite un peu sur la troisième. J'attends encore une petite minute. C'est pas grave si vous n'avez pas le temps de tout répondre. Ça se remplit. Allez, j'attends 2-3 réponses sur la dernière. Ok. Alors, quelle est la première blockchain apparue en 2009? Là, la plupart d'entre vous, vous avez suivi, c'est bien le Bitcoin. Le Bitcoin et cette crypto-monnaie, c'est la blockchain qui a rendu possible son apparition. Qui l'a inventé? Alors, il y a eu beaucoup d'hésitations sur celle-là. On ne sait pas qui a inventé la blockchain. C'est publié sur un forum informatique sous un pseudonyme, Satoshi Nakamoto, mais on ne sait pas qui se cache derrière. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un groupe de personnes? On ne sait pas. Quelle est la valeur maximale atteinte par Bitcoin à 10% près? Bitcoin, en décembre 2017, est arrivé juste en dessous le palier des 20 000 $, le coin, avant de crasher. Aujourd'hui, c'est aux alentours de 7 000 $, 7 000 euros. Combien de crypto-monnaies il existe environ? Alors, il y en avait environ entre 1000 et 2000 au début de l'année. Ça continue à se développer beaucoup plus aujourd'hui et c'est très difficile de les comptabiliser. Qu'est-ce qu'une DLT? C'est à la fois ce qu'on appelle une blockchain privée, je vais vous expliquer ce que c'est dans un instant, et c'est les initiales de Distributed Ledger Technology, technologie de registre distribué. Et enfin, qui peut tirer parti des propriétés de la blockchain? Eh bien, on espère tout le monde. Je vais détailler ça dans un instant. Alors, à partir de maintenant, je vais ouvrir les questions. N'hésitez pas, dès que vous voulez, vous pouvez poster une question via l'application. Et puis, si vous n'avez pas de questions, vous pouvez consulter celles qui ont été posées et voter. Et je prendrai les questions les plus populaires. Alors, qu'est-ce que c'est que la blockchain? La définition, c'est un registre distribué qui ne peut être pas falsifié ni altéré. Et une fois qu'on a dit ça, on n'est pas beaucoup plus avancé. Par registre, il faut comprendre une espèce de base de données qui enregistre les informations au rythme où elles arrivent, dans l'ordre où elles arrivent. La caractéristique qui est importante aussi, c'est distribué. Qu'est-ce que ça veut dire? L'inverse de distribué, c'est centralisé. L'exemple de quelque chose de centralisé, c'est l'email. Si je vous envoie un email, ça passe par un serveur chez moi qui l'envoie à un serveur chez vous. Si l'un de ces deux ordinateurs est en panne, l'email ne sera pas reçu. On a tendance à penser que l'Internet est distribué, mais c'est faux. Internet, c'est décentralisé, c'est-à-dire qu'il y a des points de concentration du réseau Internet qui sont vitaux. Et il y a un peu plus d'un an, il y a un de ces points qui a été attaqué par des pirates informatiques. Et pendant plusieurs heures, une grosse partie d'Internet était injoignable. La blockchain, c'est complètement distribué. C'est-à-dire que n'importe quel participant au réseau blockchain peut se connecter avec n'importe quel autre participant. En cas de cyberattaque, tant qu'il y a un participant qui est indemne, les données sont préservées et le service peut continuer à fonctionner. Donc c'est quelque chose d'extrêmement robuste et résilient. Et enfin, pourquoi c'est inaltérable et infalsifiable? Alors, il y a quelque chose d'extrêmement nouveau qui a été introduit par la première blockchain, celle de Bitcoin, c'est ce qu'on appelle la preuve par le travail. Qu'est-ce qui se passe quand vous envoyez une transaction de paiement dans le réseau Bitcoin? Cette transaction, elle tombe dans une file d'attente. Et il y a tous les participants au réseau, qu'on appelle des mineurs, ils vont commencer à attraper les transactions, les regrouper pour essayer de former ce qu'on appelle un bloc. Un bloc, c'est donc un groupe de transactions. Mais afin de finaliser ce bloc et de pouvoir l'enregistrer et le publier à l'ensemble des autres participants, ils vont rentrer en compétition, tous, pour résoudre une équation mathématique extrêmement complexe qui va leur permettre de calculer le résumé du bloc. Donc, on le voit ici. Et la première personne, le premier membre du réseau qui est capable de calculer ce résumé, de trouver ce résumé, il va ajouter son bloc à l'enregistrement dans la blockchain
et il va être récompensé avec de la nouvelle crypto-monnaie émise, dans le cas d'une blockchain publique. Ce résumé, ça va être la première information qui va être contenue dans le bloc suivant. Alors, qu'est-ce qui se passe si moi, je me suis trompé? Je voulais envoyer un bitcoin à Gilbert et avec mes gros doigts, j'en ai envoyé 10. C'est pas anodin, j'aimerais bien pouvoir modifier la transaction et revenir dans le temps. Le problème, c'est que si c'est compliqué de calculer le résumé, c'est immédiat de pouvoir vérifier que le résumé est cohérent avec l'ensemble des transactions qui sont incluses dans le bloc. Donc si je modifie juste ma transaction et que je renvoie telle quelle ma version de la blockchain, les autres participants vont se rendre compte de la supercherie et ne pas prendre en compte ma mise à jour. Donc ça veut dire que je suis obligé de recalculer le résumé. D'accord, je modifie ma transaction, je recalcule le résumé, mais du coup, le résumé n'est plus cohérent avec celui du bloc suivant. C'est ce qui permet le chaînage logique entre les blocs. Et donc, encore une fois, cette incohérence va faire que ma version va être refusée. Donc, je suis obligé de modifier l'information ici, dans ce bloc. Mais du coup, je suis plus cohérent avec son résumé. Donc, je dois à nouveau calculer son résumé. Et ainsi de suite, sur l'ensemble des blocs qui se succèdent. C'est extrêmement... Et tout ça, il faut réussir à le faire avant que quelqu'un rajoute un nouveau bloc, évidemment. Donc sur 2 blocs successifs, c'est extrêmement difficile. Sur 3, 4, c'est presque impossible. À partir de 5, c'est virtuellement impossible. Vous savez, les scientifiques, ils disent jamais c'est 100% impossible, c'est toujours 99,99999. Donc, à partir du moment où vous avez envoyé une transaction, qu'elle a été enregistrée dans un bloc et que 5 blocs se sont ajoutés, plus personne ne peut venir modifier cette information. En termes d'anonymat et sécurité, pour interagir avec une blockchain, en fait, vous avez 2 clés. Une clé publique, qui correspond à votre numéro de compte, à votre IBAN, et c'est l'information que vous allez transmettre à vos contreparties pour qu'elles puissent faire des transactions avec vous. Et vous avez également une clé privée, qui est votre signature, et qui est donc extrêmement secrète. Il faut savoir que cette clé privée, elle est vitale, parce que c'est elle qui vous donne accès à vos fonds et à votre identité sur la blockchain. Si vous perdez cette clé privée, vous perdez l'accès au fonds. En plus, il faut savoir que c'est une chaîne de caractères aléatoires, c'est pas forcément quelque chose dont il est facile de se souvenir. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui vous reste comme option? L'écrire sur un post-it et le mettre sous le clavier. C'est pas très sécure. Vous pouvez l'enregistrer sur votre ordinateur, mais en même temps, bon, vous n'êtes pas un spécialiste de la sécurité, donc potentiellement votre ordinateur pourrait se faire pirater. Ce que font la plupart des gens, c'est qu'ils confient leur clé privée à un service tiers, à une application, à un site web qui leur permet d'accéder à la blockchain et de faire des transactions et d'échanger des crypto-monnaies, ce genre de choses. Et en fait, la blockchain n'a jamais été hackée à ce jour, n'a jamais été piratée. Par contre, ces services tiers qui hébergent les clés privées de leurs clients, ils se font régulièrement pirater. Et une fois que les pirates ont récupéré les clés privées, ils récupèrent les fonds. Donc, la technologie en elle-même est très sécurisée, mais une fois qu'on sort de cette technologie-là et qu'on retourne un peu dans le monde autour, c'est là que c'est l'humain qui intervient ou c'est d'autres technologies moins sécurisées, et c'est là qu'est la faille. Deuxième buzzword, le smart contract. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un smart contract? C'est ni plus ni moins qu'un programme informatique qu'on va aller inscrire de manière inaltérable dans une blockchain. Pourquoi est-ce qu'on parle de contrat? Parce qu'en fait, ce programme informatique, on peut l'écrire de manière à ce qu'il réplique les conditions d'un contrat juridique et commercial, qui peut décider du transfert de la propriété d'un asset ou d'une valeur. Et en plus, ce contrat, il demande à être signé de manière électronique par l'ensemble des contreparties qui sont prenantes au contrat. Et enfin, pourquoi est-ce qu'on le dit qu'il peut être smart, ce contrat? C'est parce que les contreparties peuvent décider à l'avance et choisir une source d'information qu'ils jugent objective de manière à décider de l'exécution du contrat. Typiquement, si je suis joueur et que je veux parier avec l'un d'entre vous que demain il va faire beau à Rennes, on peut écrire l'équivalent dans un smart contract sur la blockchain. On peut choisir comme oracle, comme source objective d'information Météo France, et demain,
le programme ira vérifier sur le site de Météo France qui a raison et déclenchera la transaction correspondante. Je ne sais pas si pour l'instant je suis clair. Hop, alors je vais regarder. C'est comme le Wikipédia. Alors, il y a un aspect collaboratif dans les blockchains publiques, mais ce n'est pas les seules blockchains qui existent. Et puis après, Wikipédia, c'est quand même relativement simple d'utilisation et de se l'approprier. Il y a quand même une certaine technicité dans la blockchain. Comment sécuriser les paiements de ses clients étrangers grâce à la blockchain? On va en reparler. Et une nouvelle blockchain ne nécessiterait-elle pas plus de mineurs? Est-ce vrai? Pas forcément. Au contraire, on a plutôt tendance à vouloir se passer des mineurs. Pardon. Hop. Je vais revenir au flux. Hop. Alors justement, on a tendance à toujours parler de la blockchain, mais en fait, il faut dire les blockchains. Il y a différentes technologies blockchain. On les divise souvent en deux catégories, les blockchains publiques et les blockchains privées. Il faut savoir que au début de Bitcoin, Bitcoin a été lancé avec les grandes rumeurs de on va tuer les banques, on va se passer d'eux, etc. Donc du coup, c'est souvent la sphère financière qui a eu tendance à s'intéresser en priorité à ces technologies. Et ils ont eu tendance aussi du coup à diaboliser les blockchains publiques et à dire nous on est des gens sérieux, on peut pas, vous pouvez pas faire confiance à ces informaticiens un peu hippies. On va vous proposer des technologies privées et fermées. Il n'y a pas de noir et blanc en fait à ce sujet. C'est juste que c'est des technologies qui répondent à des cas d'usage complètement différents. Si vous visez un marché très ouvert, typiquement un marché retail, B2C, que vous ne connaissez pas à l'avance les contreparties avec lesquelles vous allez interagir, vous avez besoin d'une méthode de validation très très forte que vous apportent les blockchains publiques type Bitcoin, Ethereum. Si vous êtes plutôt sur un marché B2B, que vous interagissez avec un cercle de contreparties que vous connaissez, avec lesquels vous avez établi une relation, dans ce cas-là, les blockchains privées, elles sont beaucoup plus intéressantes parce que, notamment, elles vont vous apporter plus d'efficacité et plus de volumétrie, plus de scalabilité. Dans les blockchains publiques, je vous en ai mis quelques-unes. Il y a Bitcoin, Ethereum, les milliers de crypto-monnaies qui sont sorties et je parle aussi d'EOS, Tezos, qui sont des nouvelles technologies très prometteuses. Côté blockchain privé, on peut utiliser également Ethereum, mais il y a celles qui sont les plus connues sont Hyperledger, Corda, et j'aime bien citer Settle, puisque c'est une technologie dans laquelle on croit énormément. Alors, le problème, vous en avez certainement entendu parler, c'est que cette méthode de validation des blockchains publiques par la preuve par le travail, c'est pas très green. Ça consomme énormément d'énergie pour pour résoudre ces équations mathématiques. Et en plus, ça limite la quantité de transactions qu'on peut réaliser. Typiquement, pour vous donner un ordre de grandeur, Bitcoin, en une journée, est capable de valider le nombre de transactions que font Visa ou Mastercard en 10 minutes. Donc on est loin du mode de paiement universel. Par contre, la technologie continue d'évoluer, il y a de nouvelles technologies qui apparaissent et qui proposent des nouvelles méthodes pour valider les transactions. Sur le cas des blockchains publiques, on a la preuve par l'enjeu, Proof of Stake, qui sera bientôt en production côté Ethereum, et la plupart des blockchains privées utilisent un dérivé des algorithmes généraux byzantins, qui sont une manière de cross-checker l'information entre des participants pour s'assurer de sa véracité. Et tous les jours, il y a des nouvelles propositions technologiques qui apparaissent. Par contre, l'une des grandes faiblesses de Bitcoin, c'est qu'il n'y a pas de gouvernance. Et qu'est-ce que ça veut dire, pas de gouvernance? Ça veut dire que Bitcoin, ça fait bientôt maintenant presque 10 ans que ça existe, mais Bitcoin n'a pas évolué depuis sa naissance. Et Bitcoin est en train de devenir une technologie obsolète. Et à chaque fois qu'ils essayent de proposer une amélioration, une mise à jour, l'ensemble des participants au réseau Bitcoin n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ça crée soit des nouvelles crypto-monnaies, soit la mise à jour est rejetée. Il faut savoir que la blockchain, tout seul, ça n'a aucune valeur. Vous faites mieux d'installer une base de données. Si c'est au sein de votre entreprise, au sein d'un groupe d'acteurs où vous avez l'habitude d'échanger, vous avez complètement confiance, il y a très peu de valeur à utiliser cette technologie-là. Donc,
ça incite à aller chercher d'autres acteurs, à fédérer des gens avec qui on a besoin d'échanger des choses, mais on n'a pas toujours confiance. Et mettre en place ce type d'infrastructure avec des acteurs différents, ça réclame de la gouvernance et c'est des choses assez complexes à mettre en œuvre. Et on aboutit à la question vraiment clé, c'est à quoi ça sert? Parce qu'une fois qu'on a dit qu'on a une technologie un peu complexe, prometteuse, mais qu'il faut réussir à opérer, on a envie de savoir à quoi ça va servir. D'abord le paiement. On le sait, ça fait presque 10 ans que Bitcoin fonctionne et marche bien. Et puis Bitcoin commence à être de plus en plus largement adopté. Depuis l'année dernière, le Japon régule le Bitcoin comme une monnaie traditionnelle. Les bourses au Japon, les exchanges traditionnels traitent le Bitcoin. Et il y a une application de paiement mobile qui est acceptée dans maintenant à peu près 200 000 points de vente au Japon, qui permet de payer en Bitcoin. Alors évidemment, les Japonais ne voient pas le prix en Bitcoin sur les étiquettes, ils ne savent pas forcément que c'est la technologie Bitcoin qui est utilisée derrière, mais c'est bien ce qui se passe. D'un autre côté, il y a des technologies privées pour le paiement qui sont apparues très tôt. C'est le cas de Ripple, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est largement testé par les banques. Il y a un consortium de 61 banques japonaises qui l'utilisent. Il y a Santander aussi qui a fait quelque chose là-dessus. Il y a quand même beaucoup de banques qui l'ont testé. Et on va en reparler juste après. Ce qu'on commence aussi à voir apparaître, c'est ce qu'on appelle les settlement coins ou les collateralized coins. C'est-à-dire, un groupe d'acteurs peut décider, pour gagner en efficacité dans son écosystème sur les paiements, de dire je réserve 100 millions d'euros et j'émets l'équivalent de 100 millions de tokens sur une blockchain en disant un token égale 1 euro. Et moi je m'engage à vous échanger votre token contre de l'euro. Alors ça a été d'abord poussé par un groupement de banques pour pitcher les régulateurs, mais pour avoir eu des discussions avec des gros corporates, c'est une idée qui commence à mûrir aussi. Et enfin, les banques centrales s'emparent du sujet, puisque ça fait 2 ans que l'autorité monétaire de Singapour travaille sur la digitalisation du dollar singapourien. La Banque centrale de Russie a fait des annonces dans ce sens. La Banque d'Angleterre travaille également là-dessus. Pour être honnête, au sein de la zone euro, c'est plutôt le principe de précaution qui prévaut. Mais récemment, la Banque de France a lancé un premier produit sur la blockchain de publication des comptes SEPA et des listes de SEPA frauduleux. Donc, chez nous, ça commence aussi à faire son petit bout de chemin. Alors Ripple, nous on a lancé un pilote au sein du groupe Crédit Agricole sur cette technologie en début d'année. Le cas d'usage est très simple, vous allez le comprendre, c'est le cas de clients transfrontaliers français qui travaillent en Suisse et tous les mois ont besoin de rapatrier leur salaire en euros chez eux pour payer leur loyer et leurs dépenses mensuelles. Et bien aujourd'hui, ces gens-là, quand ils font ça, ça leur prend 3 jours pour rapatrier et ils ne savent jamais à l'avance quel prix ça va leur coûter. Ce que fait Ripple, c'est qu'il permet de simplifier à l'extrême le réseau de correspondent banking qui existe aujourd'hui. Savoir qu'à chaque fois que vous franchissez une frontière ou plutôt une monnaie, ça passe par une banque correspondante qui a un cut-off journalier. Si vous arrivez après le cut-off, vous prenez 24 heures dans la vue. Cette banque aussi, elle va prendre une commission au passage. Donc, ce que permet Ripple, c'est entre la banque d'origine et la banque du destinataire de se mettre d'accord directement et de transférer les fonds. Ensuite, nous, on a, avec des API, on a connecté notre plateforme de trading de change directement sur l'infrastructure et on peut proposer un taux de change spot au client et le freezer pendant une dizaine de secondes de manière à ce qu'il puisse valider le taux de change et les commissions qui vont lui être appliquées avant de lancer la transaction. Une fois qu'il a validé, en 3 minutes, les fonds sont disponibles sur son compte en France. Donc 3 jours, aucune notion de ce qu'on va payer. On sait exactement combien ça va nous coûter et en 3 minutes c'est fait. C'est quand même un changement dans l'expérience utilisateur. Donc là on est sur une population pilote. La période de test va se finir, mais on est sur les transactions réelles. La période de test va se finir à l'automne. On va faire un bilan un peu de ce qui s'est passé et ensuite on va décider si oui ou non
on déploie cela et peut-être à plus grande envergure au sein du Crédit Agricole. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'en général, quand c'est plus simple pour le client, c'est plus compliqué pour les banques. Parce que si la technologie nous permet de bouger du cash de manière instantanée, ça ne nous libère pas de nos obligations de conformité et tous les contrôles qu'on doit pouvoir faire sur ces transferts. Donc typiquement, le faire sur une population où tous les mois, on a à peu près les mêmes montants qui sont échangés, on connaît bien les clients, on sait que ça correspond à la besoin, c'est plus facile que de le faire pour des entreprises qui parfois peuvent interagir avec des zones un peu exotiques, avec des nouveaux fournisseurs que leur banquier ne connaît pas forcément bien. Donc, de manière globale, la tendance, elle va vers le paiement instantané, mais il va y avoir encore un effort à produire avant de pouvoir proposer ça de manière complètement fluide aux entreprises, et ça se fera aussi par géographie. Hop. Alors, il y a un enjeu environnemental au regard de la consommation d'énergie. Oui, j'en ai parlé. Comment sécuriser les paiements de ses clients étrangers grâce à la blockchain? Alors du coup, c'est un peu ce qu'on a parlé. C'est moins une question ici de sécuriser que d'efficacité. Là, si vous voulez vraiment sécuriser en dehors d'une banque, parce qu'en général, une banque apporte quand même pas mal de sécurité autour du paiement en tant que tel, vous êtes libre d'aller utiliser des services d'une startup s'appuyant sur Bitcoin, mais vous aurez quand même peut-être quelques risques sur le taux de change ou sur la liquidité. Si c'est plus au niveau de sécuriser les transactions commerciales, on va en reparler dans 2 minutes. Et blockchain uniquement pour transactions financières, cryptologie des documents. Alors tout à fait, cryptologie des documents et le rôle de certification en général des données. Et ça a plein d'utilisations partout. Bien sûr, moi je vais vous parler plutôt des applications financières et plutôt des applications financières qui vous concernent aujourd'hui, qui étaient plus orientées vers le commerce international. Mais si ça vous intéresse, il y a énormément de choses qui se développent sur le contrôle de la chaîne logistique. Parce qu'en général, la chaîne logistique, vous contrôlez la vôtre. Vous avez à peu près une idée de ce que veut bien vous dire vos fournisseurs et une fois que c'est sorti chez vous, une vague idée de où ça va. Mais une blockchain, ça permet justement de sécuriser l'ensemble de la chaîne. Alors, EOS Tezos Settle, concrètement, c'est quoi? Je reviendrai dessus si on a le temps. D'ailleurs, on en est où? Super. Blockchain et Trade Finance. Alors, le Trade Finance, ça n'a pas tellement évolué depuis le Moyen-Âge, les banques génoises et vénitiennes, et quand on allait chercher avec un parchemin sous le bras sa cargaison au port, malgré tout. Et donc, comme tous les métiers qui ont résisté aux vagues précédentes de digitalisation, on pense qu'il y a un bon espoir qu'avec cette nouvelle technologie, on puisse apporter un peu d'efficacité là-dedans. Pourquoi? Alors d'abord, on parlait de la certification de documents il y a 2 minutes. Nous, on a réalisé un premier produit très simple chez Cassib, qui est de certifier un document. En l'occurrence, on est sur un cas d'usage de garantie directe qu'on émet aujourd'hui en papier. Et cette garantie elle va être envoyée par DHL à notre client qui va le renvoyer au DHL à son bénéficiaire. Donc c'est de DHL, ça prend plusieurs jours, c'est pas très efficace. Parfois il y a des contrats qui sont un peu pressés. Ce qu'on a dit, c'est qu'en fait, si au lieu d'envoyer un papier, on envoie un document digital, typiquement PDF, qu'on calcule ce qui s'appelle un hashcode en termes informatiques, c'est une sorte d'empreinte digitale du document, et qu'on enregistre cette preuve d'authenticité du document ainsi que la preuve de l'identité de Cassib dans une blockchain publique, on permet de certifier le document et en plus d'y avoir un accès très facile et rapide à l'information. C'est-à-dire on n'a pas voulu choisir de blockchain privée dans ce cas-là, puisque l'information elle est notamment destinée aux bénéficiaires de la garantie. Et on ne veut pas que celui-ci, comme expérience utilisateur, son premier contact, ce soit merci de rentrer un email, d'enregistrer un mot de passe, et peut-être qu'enfin, vous aurez accès à l'information. Non, on veut que ce soit immédiat, en un clic. Il reçoit le document dans un mail avec un lien, il clique sur le lien, il charge le document et il a la réponse. Le site est live, donc si vous tapez docchain.ca-cib.com sur Internet, vous pourrez accéder au site. Autre information importante, on parle tout le temps de la blockchain qui va
qui va désintermédier les banques. Nous, on pense au contraire qu'il y a beaucoup d'opportunités à utiliser cette technologie. Notamment là, vous voyez, la Chambre de commerce internationale nous montre qu'en fait, dans le cadre du commerce international, les produits financiers traditionnels, type lettre de crédit, adressent 15% des transactions. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, je pense que vous êtes les premiers à le savoir, l'aide de crédit, c'est quelque chose qui est complexe, lourd à gérer, et en plus qui est assez cher. On pense que en digitalisant ce produit ou en proposant un produit intermédiaire qui puisse sécuriser la transaction tout en étant un peu plus abordable, on pourrait potentiellement vous permettre d'accéder à une sécurisation et un financement plus aisé de vos transactions. Et pourquoi? Parce que la blockchain, ça peut en fait être opéré comme une sorte de workflow entre un groupe d'acteurs qui ne se font pas confiance. Et c'est exactement, j'en parlais tout à l'heure, le cas de la chaîne logistique. Dans le cadre du commerce international, évidemment, on a le fournisseur et l'acheteur et leur banque. Mais on a aussi les inspecteurs, les transporteurs, les shippers, le port, les douanes qui interviennent. Et chacun, en fait, à un moment donné, transmet une information, valide une information. Si vous reliez tous ces gens-là par une blockchain, vous leur permettez de s'assurer, déjà personne n'est propriétaire du système, donc quand je suis transporteur et j'écris « j'ai livré les marchandises telle date, telle heure, à tel endroit », vous êtes certain que personne ne peut aller venir modifier l'information et dire bah, en fait non, c'était 2 jours plus tard ou c'était pas la bonne adresse. Au moins, vous apposez votre sceau et vous savez que l'information que vous publiez, personne ne peut l'altérer. Alors, à partir de ce moment-là, en général, les gens me disent oui, mais c'est pas parce qu'on écrit des données dans quelque chose d'inaltérable que toutes les données seront justes. C'est vrai. Il y aura souvent dans les chaînes logistiques qui sont parfois très complexes, vous pouvez avoir des gens qui décident de ne pas être très honnêtes et de poster une information qui est fausse. Par contre, aujourd'hui, quand ça vous arrive, pour remonter à l'origine de l'information erronée, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de complexité pour remonter à la chaîne. Là, grâce à la transparence et la piste d'audit qui est sur la blockchain, vous savez immédiatement où est le désaccord, entre quels acteurs, à quel moment ça s'est produit. Et c'est déjà beaucoup plus facile à ce moment-là de clarifier la situation. Et autre chose, s'il y a un, voire 2 acteurs de la chaîne qui ne jouent pas fair play, ça n'existe pas, ça ne s'est pas encore vu de chaîne logistique où l'intégralité de la chaîne se coordonne pour tricher. C'est un vrai enjeu parce qu'en termes de crimes, de revenus criminels aujourd'hui, le détournement des produits et des transactions, ça représente le plus gros revenu mondial. C'est au-delà de la drogue, de l'esclavage, etc. Et notamment, c'est très très fort en Asie. Et typiquement, quand vous avez un scandale sur une industrie, typiquement une société de production laitière australienne dont les paquets ont été détournés et qui ont été remplis avec du lait frelaté, et ben c'est toute la filière laitière de la région qui en souffre. Alors, il faut savoir que sur le marché, il y a beaucoup de projets. La plupart ont été lancés par des banques. Il y a beaucoup de projets interbancaires de créer ces services-là. Nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on ne va pas arriver avec un projet supplémentaire. Il y a déjà suffisamment d'offres. On a travaillé avec les caisses régionales, le LCL et les banques de proximité internationales pour en fait choisir les projets qui nous paraissaient les plus prometteurs de manière à pouvoir proposer ce type d'offre assez rapidement à nos clients. Par contre, on a travaillé sur un cas d'usage un petit peu plus original sur le marché, mais qui reprend des éléments de concept de cela. C'est le financement de créances commerciales et la titrisation de ces créances commerciales. C'est-à-dire, si on digitalise une facture et que cette facture est digitalisée sur une blockchain, on peut très bien imaginer qu'en un clic, l'acheteur des produits puisse déclarer son acceptation de la facture ou au contraire signaler une anomalie. Par exemple, il a acheté 2 tonnes de verre, il y en a 1 tonne qui est arrivée cassée, évidemment il ne va pas payer l'intégralité de la facture. Donc capter ce genre d'informations, ça nous permet, nous, de mitiger un certain nombre de risques. Et le fait de mitiger ces risques, ça nous permet d'apporter un financement meilleur aux factures titrisées pour nos clients.
Donc ça, c'était une première étape, et ça a plutôt bien marché, et donc on a pu éprouver ce système de workflow et d'échange d'informations entre acteurs qui ne se font pas confiance. Et après, dans un contrat de titrisation, on ne finance pas une facture par une facture. On en finance des milliers à la fois. Et donc, ces factures, en général, elles sont rachetées par un véhicule juridique qui porte le risque, une SPV, dont on distribue les parts aux investisseurs. Et donc, on a modélisé le contrat de titrisation dans la SPV sur des smart contracts. Et ce que ça a fait, c'est que ça nous a permis, sur un processus opérationnel très lourd tous les mois, où les clients doivent nous envoyer des fichiers plats d'informations avec les factures, où après nous on les retraite, etc. Et au bout de 2 jours, on revient avec un pricing vers nos clients. D'un seul coup, on a levé cette contrainte opérationnelle. Et donc maintenant, ce qu'on fait aux clients, on dit, avant on faisait ça 1 fois par mois, parce que c'était lourd. Maintenant, on peut le faire toutes les semaines, en fait. On peut le faire tous les jours, on peut le faire à la demande. Qu'est-ce qui devient pertinent pour vous? Et c'est là où, plus que juste un gain d'efficacité ou un gain de confiance aussi qu'apporte la technologie, il faut savoir se remettre en cause et donner une nouvelle forme au produit qui soit la plus pertinente pour les clients. Je vais repasser sur les questions. Alors, EOS, Tezos, Settle, qu'est-ce que c'est? Alors, EOS et Tezos, c'est 2 blockchains publiques et 2 crypto-monnaies qui ont fait leur ICO. Tezos a levé de mémoire 400 millions en 10 jours. EOS, eux, ils ont fait une ICO, donc une collecte de fonds via la vente de tokens, qui a duré 1 an. Ils en sont à peu près à 5 milliards de dollars. Et là où ils sont très différents des blockchains publiques qui les ont précédés, c'est que eux, ils ont pris en compte et intégré la gouvernance dans le design de la technologie. Donc, ils seront à même, normalement, de pouvoir faire évoluer leur technologie de manière assez transparente. Settle, donc, c'est une fintech britannique dans laquelle on a investi et qui ont une activité en France également. Ils développent donc une blockchain privée qui est très efficace, notamment à la fois sur les paiements, mais surtout aussi sur les applications de marchés financiers. Et vous avez peut-être entendu parler de Settle, puisqu'ils ont un gros projet qui est en train de passer en production avec la plupart des principaux asset managers, Ophi AM, Groupama, Amundi est partie prenante, etc. Donc, on pense que c'est une startup qui a un bel avenir devant elle, et notamment on a un gros projet avec eux qui devrait arriver en production en fin d'année. Vous en entendrez peut-être parler. Blockchain et sécurité alimentaire, on a entendu un petit peu parler, on l'a évoqué notamment avec la sécurisation des chaînes logistiques sur l'alimentaire. C'est quelque chose qui se développe énormément. Il y a déjà eu plusieurs expérimentations avec Walmart. Walmart en a fait aux États-Unis, mais également a fédéré un certain nombre d'acteurs en Asie. Oui, c'est là que le problème est le plus fort. Et je ne sais pas si vous avez suivi, mais suite à la crise sanitaire qu'il y avait eu avec Lactalis, Carrefour avait annoncé son plan de digitalisation quelques jours alors que la crise était en train de se finir, et avait évoqué ce sujet notamment. Donc, secteur par secteur, avant c'était uniquement des sujets portés par les banques, maintenant les entreprises y participent de plus en plus, et vous serez peut-être amené à échanger avec des entreprises qui vous proposeront ce type de solution. Blockchain et Bank Payment Obligation. Alors, je ne suis pas un expert, j'imagine que c'est un produit sur le trade. Là-dessus, je vais botter un peu en touche, et la personne qui a posé la question, si elle veut bien me voir après, on peut en discuter. Parce que je ne veux pas dire de bêtises. Est-ce qu'il y a Proof of Work bientôt remplacé par Proof of Stake Kezako? Proof of Work, donc on l'a vu, c'est compétition pour résoudre des algorithmes. Et la Proof of Stake, c'est on oublie les algorithmes et le calcul compliqué. À la place, si vous voulez participer à la validation, vous déposez une quantité de crypto-monnaie que vous ne pouvez plus échanger. Elle est en dépôt. Et en fonction évidemment de la quantité de crypto-monnaie que vous réservez, vous avez plus de chances d'être choisi comme le prochain valideur. Tant que vous respectez les règles, que vous validez les transactions en respectant les règles qui sont vérifiées par d'autres participants, vous êtes récompensé. Si vous essayez de falsifier, de truquer une transaction et que le réseau s'en aperçoit, vous perdez les tokens qui sont au milieu. Donc c'est ce qu'on appelle la preuve par l'enjeu.
Je regarde s'il y a une dernière question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas réussi à se connecter et qui avait une question qui lui brûlait les lèvres, peut-être? Est-ce que vous avez un exemple de problème à résoudre? Alors, si le problème c'est l'équation cryptographique, je ne l'ai pas sous la main et ça me paraît un peu compliqué pour faire la résolution. Il y a d'autres cas d'usage sur la blockchain. Donc, sur les marchés financiers, on sent bien que ça va être une mise à jour des infrastructures. Aujourd'hui, vous savez, lorsqu'un trader fait une transaction, avant que cette transaction soit complétée, il y a 2 jours qui se passent et beaucoup d'interlocuteurs qui vont intervenir, des chambres de compensation, des dépositaires centraux de titres. Et on pense que cette technologie-là pourrait permettre de déboucler les transactions, c'est-à-dire transférer les titres et le cash de manière quasi instantanée. C'est quoi les mineurs? Alors on en a parlé au tout début sur les blockchains publiques. Les mineurs, ce sont les participants au réseau qui vont valider les transactions en essayant de résoudre l'équation cryptographique. Il n'y a pas d'autres questions. Soit je vous ai assommé, soit je suis allé trop vite dans ma présentation. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je ne sais pas si certains d'entre vous, dans leur entreprise, ont déjà commencé à regarder le sujet, à s'intéresser, à développer des choses ou pas? Ça vous est arrivé? Il n'y a pas de pionniers et d'early adopters parmi vous? Bah écoutez, oui. Merci. Non, mais c'est très intéressant tout ça, mais je fais pas partie de l'ancienne génération, hein, je suis complètement interconnecté. Mais de plus en plus, on parle de le risque magnétique provenant du soleil, etc., qui peut détruire tous les réseaux informatiques, etc. On craint ça. Enfin, je ne connais pas les termes exacts. Est-ce que vous êtes préparé à ça? Est-ce que blockchain est préparé à ça, etc.? Merci pour cette question. Alors, ça, j'en ai entendu un peu moins parler. J'entends aussi beaucoup parler du fameux ordinateur quantique qui arriverait, voire qui serait même possédé par certaines grandes puissances et qui sont capables de décrypter toutes les informations codées du monde. La blockchain, c'est pas non plus un miracle. C'est-à-dire que une catastrophe environnementale, comme vous me la décrivez, ou l'ordinateur quantique est capable de tout déchiffrer, probablement que ça impacte très très fortement une blockchain. Maintenant, ça impacterait également tous les autres systèmes informatiques. Hein. Donc on est là-dessus. Si ça arrive, eh ben, les solutions existantes, elles seront impactées également. Donc je pense que tout ça, avec le temps, va se consolider et on va réagir aux nouvelles technologies qui arrivent. Sur les conditions environnementales, la blockchain, ce qu'elle apporte quand même, c'est que plus vous avez de participants sur le réseau, plus ils sont disséminés dans des endroits différents et plus vous limitez le risque que le service soit interrompu, puisque tant qu'il y en a un qui reste, le service peut continuer à fonctionner. Donc malgré tout, c'est quand même plus robuste que la plupart des solutions qu'on a aujourd'hui. On a 1-2 sites de backup en général sur un service. Autre question? Attendez. Est-ce qu'on peut tricher? C'est-à-dire, est-ce qu'on est obligé de se connaître déjà tous les utilisateurs de blockchain dans la même blockchain? Est-ce qu'on est obligé de se connaître déjà? Comment je peux savoir si c'est pas un robot qui se cache derrière, qui m'envoie des crypto-monnaies Alors sur une blockchain publique, on ne se connaît pas. On ne voit que la clé publique des gens, on ne connaît pas forcément les personnes qui se cachent derrière. Personnellement, moi, si un robot m'envoie des crypto-monnaies, je serais ravi. Hein. C'est plutôt un robot qui viendrait envoyer les miennes qui me ferait pas très plaisir. Par contre, sur une blockchain privée, on est obligé de connaître les gens à l'avance, puisque contrairement au réseau public, où n'importe qui peut y accéder, télécharger les informations, télécharger le programme qui permet de participer aux échanges, une blockchain privée, il faut qu'on vous donne l'accès. Il faut vous authentifier, il faut qu'il y ait donc quelqu'un qui, à un moment,
vous ait permis de rejoindre ce réseau et de vous authentifier dessus. Donc c'est pour ça que c'est vraiment deux cas d'usage très différents. Sur des activités financières, la plupart du temps, on sera plutôt sur ce modèle-là. Parce que déjà, d'un point de vue conformité, on doit faire un KYC, Know Your Customer, et s'assurer que les gens avec qui on fait des transactions respectent la loi, ne sont pas en train de blanchir de l'argent. Et c'est un gros problème d'ailleurs vis-à-vis des blockchains publiques pour nous, institutions financières, c'est que c'est extrêmement compliqué de déterminer l'origine des fonds. Aujourd'hui, le gouvernement français est beaucoup plus favorable à l'installation des startups de la blockchain, à l'émission des coins en France. Je rappelle que depuis un an, on est une startup nation. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous, les banques, on n'est pas capable de recevoir les fonds, des levées de fonds de ces startups-là. Parce que si jamais ça vient de, on va dire, une personnalité russe sous sanction ou d'un baron de la drogue, malgré tout, la bienveillance du gouvernement, on va avoir des problèmes avec les régulateurs. Il faut savoir aussi, on dit beaucoup, les crypto-monnaies servent à blanchir de l'argent. Ça a été très vrai au début, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Et puis, on va arrêter de fantasmer. L'instrument qui est le plus utilisé pour blanchir de l'argent aujourd'hui, c'est le US dollar, c'est pas le Bitcoin. Et en plus, à partir du moment où vous identifiez une fois la personne qui a opéré une transaction sur Bitcoin, vous avez accès à l'intégralité de son historique de transaction au redaté. Donc typiquement, la police danoise, elle s'est faite une spécialité d'arrêter les dealers qui se font payer en Bitcoin, parce qu'ils les prennent en flagrant délit une fois, et ils sont capables de remonter toute leur filière, ou ils achètent auprès de ces dealers-là une fois, et ils sont capables de remonter toutes leurs opérations. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à venir me voir à la fin et puis sur le salon. Merci. J'avais prévu un peu juste, j'avais peur de déborder. Mais... Après, comme il y a des rendez-vous, il y a des...